C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette polémique en République du Congo provoquée par la mort de 6 personnes au commissariat central de Brazzaville. C'était le 5 novembre dernier. Les familles des victimes réclament une enquête indépendante. Nous serons à Brazzaville dans ce journal. Les députés en République démocratique du Congo ont voté ce jeudi un budget historiquement haut pour l'année 2022, 10 milliards de dollars, soit près de 9 milliards d'euros. Ce budget avait pourtant suscité cette semaine des critiques. Les détails dans un instant. Et à la fin de ce journal, nous irons en Libye où les touristes semblent de retour après une nette amélioration de la situation sécuritaire. Le pays a sombré dans le chaos après la chute de Mouammar Kadhafi pendant plus d'une décennie. Ça s'est passé le 5 novembre dernier. 6 personnes sont mortes au commissariat central de Brazzaville. Ce drame a provoqué une polémique en République du Congo. Les familles des victimes et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme réclament une enquête indépendante évoquant de possibles actes de torture. Les précisions de notre correspondante Rosie Piotte. Que s'est-il passé le 5 novembre dernier ? C'est la question que se pose Olga Samba après la mort de son neveu Giuliano Lubaki, dont la dépouille a été identifiée à la morgue du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville par sa sœur. Cet homme de 35 ans avait été arrêté et gardé à vue par la police après une dispute avec son épouse. Vraiment, l'État n'a qu'à faire son travail. L'État n'a qu'à faire son travail pour que justice soit rendue. Parce que pour nous, c'est vraiment une injustice au niveau de la police. Si elle avait fait son travail légalement en faisant la part des choses, notre fils ne se serait pas retrouvé au cachot. Il n'est pas un malfrat. Au total, 6 personnes sont décédées dans des circonstances troublantes dans les geôles du commandement territorial des forces de police de Brazzaville. Pour le gouvernement de la République qui déplore ces drames, ces décès sont accidentels. Ce drame est aujourd'hui une illustration de l'impératif que les pouvoirs publics ont érigé en priorité. C'est face à l'augmentation de la délinquance, notamment la délinquance juvénile, qui va plus vite que les infrastructures. Nous nous retrouvons devant une surpopulation carcérale au point où des sujets de droit, pourtant déjà placés sous mandat de dépôt, donc qui auraient dû être probablement transférés à la maison d'arrêt, n'ont pas pu l'être, compte tenu de 2 phénomènes, la surpopulation dont nous venons de parler, et puis la Covid. Les organisations de défense des droits humains, de leur côté, sont montées au créneau. Elles évoquent des possibles actes de torture et exigent une enquête indépendante avec notamment des autopsies pour que les causes véritables de ces décès soient connues. On part à présent de l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo. Les députés ont voté ce jeudi un budget historiquement haut pour l'année 2022, 10 milliards de dollars, soit près de 9 milliards d'euros. Ça représente une hausse d'environ 15% par rapport à 2021. Ce budget avait pourtant suscité cette semaine des critiques, en particulier concernant la faible part réservée à la défense. Les explications de notre correspondant à Kinshasa, Clément Bonneroux. C'est à la quasi-unanimité que les députés congolais ont jugé recevable ce jeudi le projet de loi de finances pour l'année 2022. Un projet de loi ambitieux puisqu'il prévoit un budget historiquement élevé de 10 milliards de dollars américains, soit 9 milliards d'euros. Le Premier ministre Sama Lukonde s'en est d'ailleurs félicité. Il estime, je cite, que ce budget constitue un progrès pour le processus d'émergence de la RDC. Pourtant, cette semaine, certains élus avaient émis des réserves au sujet de la répartition de ce budget. Les institutions, à elles seules, prennent 38%, alors que la défense n'hérite que de 4%. Une situation jugée paradoxale par certains élus qui pointent du doigt le manque de moyens alloués à la police et à l'armée, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, placées sous état de siège depuis mai dernier. Sur le terrain, les magistrats militaires qui ont remplacé les magistrats civils ont beaucoup de mal à juger les dossiers et les massacres se poursuivent notamment dans le territoire de Béni et dans le sud de l'Ituri où sévissent les ADF. Ces inquiétudes en tout cas ont été balayées par Sama Lukonde qui a rappelé que les crédits alloués à la défense et à la sécurité ont augmenté par rapport à 2021. Il rappelle également que le budget alloué à la défense est le 3e poste de dépense après l'éducation et la santé.
On en vient aux violences au Soudan. L'ONU a condamné la mort d'au moins 15 manifestants hier lors d'un rassemblement contre le coup d'État militaire. Une mobilisation qui, pour l'instant, ne faiblit pas malgré la répression. Écoutez l'analyse de notre grand reporter Karim Yayaoui. Il était au Soudan il y a quelques jours pour France 24. La détermination reste intacte du côté des manifestants. Ils ont conscience de risquer leur vie, mais en même temps, ils ont le sentiment qu'on est en train de leur arracher leur révolution, conquise de haute lutte. Ils ont réussi à faire partir Omar el-Béchir. Et finalement, au Soudan, il y a presque une tradition de la révolution qu'on se transmet de père en fils. Et c'est vrai que c'est un pays aussi où les gens sont souvent très politisés, syndicalisés. Et donc, il y a cette vraie capacité à s'organiser face à la pire des violences. On a rencontré une jeune fille qui lutte, qui se bat pour tenter de ramener le pays sur le chemin de la démocratie. Mais quand on l'écoute, on comprend bien que son destin s'inscrit de façon toute petite dans un destin bien plus large, celui du peuple soudanais. Et elle se bat aussi pour ses enfants, comme elle nous l'explique. Écoutez-la. Nous ne voulons pas des militaires. Je ne vivrai peut-être pas pour voir un Soudan meilleur. Je ne serai plus là pour le voir, mais c'est pour mes enfants et mes petits-enfants. Ce n'est pas une vie. Nous connaissons déjà le scénario qui nous attend. Ce scénario, je l'ai vécu pendant 30 ans. Ça va même être pire parce que nous résistons cette fois-ci. Quel avenir vais-je offrir à mes enfants? Un avenir catastrophique. Je ne me bats pas seulement pour faire tomber les militaires, mais pour offrir à mes enfants ce que je n'ai pas eu. Si ça continue et si les manifestants restent mobilisés, peut-être qu'ils auront l'armée à l'usure, mais pour l'instant, ça reste très improbable. Il y a un autre facteur qui peut jouer contre l'armée, c'est qu'à la tête du Conseil souverain, on a deux personnalités, Abdel Fattah al-Burhan et un homme de l'ombre qui s'appelle Hamiti, qui est à la tête des anciennes milices Janjaweed. Et pour l'instant, ils sont alliés, en quelque sorte, alliés de circonstances, mais beaucoup soulignent que la prochaine bataille, ça sera peut-être entre les deux hommes, et c'est ça qui fait craindre le spectre d'un affrontement à l'intérieur de l'armée, ce qui rendrait la situation encore plus complexe pour les citoyens soudanais. Autre condamnation, celle du secrétaire d'État américain. Anthony Blinken a sévèrement critiqué la répression des manifestants par les militaires soudanais au lendemain de la journée sanglante d'hier. Il exhorte l'armée à autoriser les manifestations pacifiques. Nouvelle candidature en Libye. L'ancien ministre de l'Intérieur, Fethi Bachara, se présente officiellement à l'élection présidentielle de décembre. Au total, 15 candidatures ont été déposées selon la haute commission électorale, dont celle du maréchal Khalifa Haftar et du fils de Saif al-Islam, fils de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi. On reste en Libye. Pour la première fois en 10 ans, des touristes étrangers ont visité des sites dans le pays. La situation sécuritaire semble s'améliorer lentement depuis une décennie après, 10 ans après la chute de Muammar Kadhafi. Le pays était plongé dans un chaos sans précédent. C'est l'endroit idéal pour ceux qui aiment les lieux peu touristiques. Le désert du sud-ouest libyen et la vieille ville de Ghat. La situation dans le pays s'améliore lentement. Après 10 ans de conflit, des touristes commencent à revenir. Mes amis me disaient « Tu veux venir en Libye ?» J'ai dit « Ok », même si j'avais un peu peur. Mais après ce voyage, je peux dire que la Libye est vraiment un endroit incroyable. Même avant la chute de Muammar Kadhafi, il y a 10 ans, les touristes étaient peu nombreux ici. À l'époque, le régime autoritaire délivrait peu de visas. Aujourd'hui, le pays connaît encore des combats sporadiques, mais ces touristes français et italiens n'ont été que dans des zones stables. On ne s'est jamais senti en danger, mais c'est vrai que la plupart du voyage a eu lieu dans le désert, donc on n'était pas trop en contact avec la population. La Libye compte 5 sites classés à l'UNESCO et le gouvernement espère que le tourisme pourra aider au développement du pays. La Libye est un vaste pays. On essaye de préparer notre avenir. Le tourisme existe depuis longtemps dans les pays voisins, mais pour nous, c'est quelque chose de nouveau. Mais on est encore loin d'un secteur touristique florissant. Le cessez-le-feu entre les factions de l'Est et de l'Ouest du pays n'a été signé que l'an dernier.
Voilà, la voix que vous venez d'entendre est celle de Nicolas Germain. Vous qui nous suivez, sachez que c'était le dernier sujet de Nicolas Germain. Notre rédacteur en chef nous quitte pour d'autres aventures. Nous demandons du coup à ses nouveaux collègues de ne pas trop l'abîmer parce qu'il est encore en bon état. Et puis l'équipe du Journal de l'Afrique, c'est-à-dire Laura Di Biagio, Georgia Calvin-Smith, Fatima Tawan, Célia Caracena et moi-même, lui souhaitons bonne chance, même si nous nous sentons un peu trahis par ses infidélités. Nicolas, on n'est pas les seuls à avoir souhaité te dire au revoir. Ça s'est bousculé et on a fait un petit florilège. Salut Nico, en direct de Ouagadougou, en duplex comme on dit dans le jargon. En tout cas, félicitations pour toi, j'ai appris la grande nouvelle. Moi qui pensais que tu allais faire toute ta carrière à France 24, j'irais même dire jusqu'à ta retraite et même tes funérailles, non je plaisante. En tout cas, félicitations pour toi, je suis très content pour toi, tu le mérites, tu es quelqu'un de très sérieux, de très gentil, d'une gentillesse extrême. Je suis moins content pour nous parce qu'on perd quelqu'un de très précieux dans notre organisation de travail. Nous, les correspondants, tu as fait beaucoup de choses pour nous. Et en tout cas, j'espère te voir pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Nicolas Matondo Mingi Aksanti, merci pour tout, pour tes conseils et surtout pour ton amour indéfectible pour le Congo. Nicolas Germain. Quand Loïc m'a dit tu pars au Niger avec Nicolas, je me suis dit bon bah voilà, on va bosser, hein. On va pas forcément se marrer. J'avais pas l'impression que t'es un gros rigolard. Bon bah franchement on s'est éclaté, on a piqué fou rire sur fou rire, je suis sûre que tu t'en souviens très bien. Même scénario en Guinée-Bissau, que de souvenirs de mission, vraiment trop bien. Et puis bien sûr ces coups de fil incessants et ces WhatsApp à midi, l'heure qui ne t'arrange pas entre Paris et Dakar. Bah voilà, écoute, j'ai pas choisi mon cadre par hasard pour te souhaiter bon vent, puisque je sais que tu aimes bien critiquer la dure vie des correspondants. Eh bah oui, on peut pas toujours souffrir en mission. Voilà, spéciale dédicace Nicolas. Salut la team du Journal de l'Afrique, salut Nicolas, je vous envoie une petite vidéo sans prompteur, c'est promis, en direct de Bamako. J'aurais bien voulu trinquer avec vous ce soir, mais c'est évidemment pas possible. Nicolas, je voulais te souhaiter une très belle continuation. Merci du fond du cœur pour tes conseils, tes retours, tes corrections. Je te souhaite une très belle continuation, plein de bisous et puis peut-être à bientôt. Ciao! Du coup, la phrase du jour est signée Nicolas Germain. L'amour de l'Afrique, c'est comme un virus qu'on chope et dont on ne se débarrasse jamais. Voilà, restez sur France 24. Dans un instant, la suite de nos programmes perturbés en raison d'un mouvement de grève.